Elle était l'assistante du milliardaire, jusqu'à ce qu'un baiser volé change tout. Avant d'explorer tous les détails de cette incroyable histoire, dites-nous d'où vous nous suivez et à quelle heure. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et embarquons ensemble dans cette aventure. Elle savait qu'elle n'aurait jamais dû le regarder ainsi, mais c'était plus fort qu'elle. Le matin se levait sur Bordeaux avec cette brume dorée qui caressait les façades haussmanniennes, mais Inès Ndiaye n'avait d'yeux que pour l'écran de son ordinateur. Dans le bureau feutré du 42e étage de la tour de la Croix Média, chaque geste était calculé, chaque silence pesé. À 29 ans, elle avait appris que l'élégance ne résidait pas seulement dans la coupe parfaite de ses tailleurs ou dans la grâce de sa démarche, mais surtout dans sa capacité à devenir invisible quand il le fallait. Ce matin-là, pourtant, l'invisibilité lui échappait. Maxime Delacroix venait d'entrer dans son bureau attenant, et comme chaque matin depuis 3 ans, elle sentait cette onde presque imperceptible qui traversait l'espace entre eux. Il n'avait pas encore parlé, mais elle savait déjà qu'il avait mal dormi. Quelque chose dans la façon dont il avait posé sa mallette, dans le léger ralentissement de ses gestes, habituellement si maîtrisés. Inès, sa voix grave, résonna dans le silence feutré. Les contrats avec Munich sont arrivés? Elle leva les yeux de ses dossiers, croisant fugacement son regard sombre. 40 ans, des tempes légèrement grisonnantes qui ne faisaient qu'accentuer sa prestance naturelle, Maxime Delacroix était de ces hommes qui commandaient le respect avant même d'ouvrir la bouche. PDG d'un empire médiatique qui s'étendait de Paris à New York, il avait cette façon particulière de vous regarder comme s'il lisait directement dans vos pensées. Ils sont sur votre bureau depuis hier soir, monsieur Delacroix. J'ai également pris la liberté de surligner les clauses qui méritent votre attention particulière. Un sourire à peine perceptible effleura les lèvres de Maxime. C'était exactement ce genre de prévenance qui faisait d'Inès bien plus qu'une simple assistante. Elle anticipait, elle comprenait, elle existait dans cet univers impitoyable des affaires avec une grâce qui forçait l'admiration. Parfait. Et le déjeuner avec les investisseurs japonais? Reporté à jeudi prochain. Monsieur Takeshi préfère attendre les résultats du 3e trimestre avant de s'engager davantage. Inès se leva avec cette fluidité qui lui était propre, ses talons claquant doucement sur le parquet ciré. J'ai donc libéré votre après-midi. Vous pourriez peut-être prendre un peu de repos. Les mots s'étaient échappés plus tendrement qu'elle ne l'aurait voulu. Maxime la regarda avec une intensité nouvelle, comme s'il venait de remarquer quelque chose qu'il avait toujours ignoré. Le silence s'étira entre eux, chargé d'une électricité qu'aucun des deux n'osait nommer. « Du repos » répéta-t-il lentement, s'approchant de la baie vitrée qui offrait une vue imprenable sur la Garonne. « Vous me connaissez si bien, Inès. » Elle sentit son cœur s'accélérer imperceptiblement. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix, une faille dans cette armure de contrôle qu'il portait comme un uniforme. « C'est mon travail de vous connaître, monsieur. »« Maxime » murmura-t-il sans se retourner. « Quand nous sommes seuls, appelez-moi simplement Maxime. » Le prénom résonna dans l'air comme une confession. Inès serra discrètement les poings, luttant contre cette chaleur qui montait en elle. Depuis des mois, elle sentait cette tension sourde grandir entre eux, ces regards qui s'attardaient un peu trop longtemps, ces silences qui en disaient plus que 1000 mots. Elle était venue de Toulouse avec des rêves plein la tête et une détermination de fer. Fille d'immigrés sénégalais, elle avait dû se battre pour chaque opportunité, prouver sa valeur à chaque étape. Cette position auprès de Maxime Delacroix représentait l'aboutissement de tous ses efforts, le symbole de sa réussite sociale. Elle ne pouvait pas tout gâcher pour un sentiment qu'elle refusait même de nommer. « Très bien, Maxime », chuchota-t-elle, testant le prénom sur ses lèvres comme un secret interdit. Il se retourna alors, et dans ses yeux sombres, elle lut quelque chose qui la troubla profondément, une vulnérabilité qu'elle ne lui connaissait pas, une faille dans cette façade impénétrable qu'il montrait au monde. L'interphone grésilla soudain, brisant la magie du moment. « Monsieur Delacroix, votre épouse est en ligne. » Le visage de Maxime se referma instantanément. Il retourna à son bureau d'un pas sec, redevenant en quelques secondes l'homme d'affaires implacable que tout le monde connaissait. « Merci, Inès. Vous pouvez disposer. » Elle rassembla ses dossiers avec une efficacité mécanique, mais au moment de franchir la porte, elle entendit sa voix, froide et distante, répondre au téléphone. « Oui, Célestine. Non, je ne pourrai pas être là ce soir. Encore des réunions qui se prolongent. » La porte se referma derrière elle avec un claquement sourd qui résonna comme un avertissement. Et dans ce silence qui suivit, Inès comprit que certaines frontières, une fois franchies, ne peuvent de plus jamais être reconstruites. Et vous, avez-vous déjà ressenti cette attraction interdite, celle qui pourrait détruire tout ce pour quoi vous avez lutté?
Dites-nous en commentaire, que feriez-vous à la place d'Inès? Parfois, les mots les plus dangereux sont ceux qu'on ne prononce jamais. Inès n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Allongée dans son petit appartement de la rue Sainte-Catherine, elle fixait le plafond en repensant à ce moment suspendu dans le bureau de Maxime. Cette façon qu'il avait eue de prononcer son prénom, comme une caresse vocale qu'elle n'arrivait pas à chasser de ses pensées. Maxime. Le prénom résonnait encore dans sa tête quand elle poussa les portes vitrées de la tour de la Croix-Média, ce mardi matin. Habillée d'un tailleur bleu marine impeccable, elle avait soigneusement dissimulé ses cernes sous un maquillage parfait. Personne ne devait deviner le chaos qui régnait dans son esprit. L'ascenseur monta lentement vers le 42e étage, et à chaque étage qui défilait, son cœur battait un peu plus fort. Comment allait-elle le regarder en face? Comment faire comme si rien ne s'était passé? Les portes s'ouvrirent sur le hall d'accueil feutré. Margot, la réceptionniste, lui adressa son sourire habituel. « Bonjour Inès. Monsieur Delacroix vous attend déjà. Il a l'air préoccupé ce matin. » Préoccupé. Le mot résonna comme un avertissement. Inès remercia d'un hochement de tête et se dirigea vers son bureau, ses talons résonnant sur le marbre poli. À travers la cloison vitrée, elle aperçut la silhouette de Maxime, debout face à la fenêtre, immobile comme une statue. Elle s'installa à son poste de travail, alluma son ordinateur et tenta de se concentrer sur ses emails. Mais chaque geste lui semblait artificiel, chaque mouvement calculé. Elle sentait son regard sur elle, même à travers le verre. 1 heure s'écoula ainsi, dans un silence pesant que seuls les cliquetis du clavier venèrent troubler. Puis la voix de Maxime résonna dans l'interphone. « Inès, pourriez-vous venir un instant ?» Sa voix était neutre, professionnelle, trop professionnelle. Elle se leva, lissa sa jupe et franchit la porte qui séparait leurs 2 univers. « Vous m'avez demandé ?» Maxime ne se retourna pas immédiatement. Il contemplait toujours la ville qui s'étendait à ses pieds, les mains croisées dans le dos. Quand il parla enfin, sa voix était étrangement lointaine. « J'ai réfléchi toute la nuit à notre conversation d'hier. » Le sang d'Inès se figea dans ses veines. Elle attendit, n'osant ni bouger, ni respirer. « Je pense qu'il serait préférable de maintenir une certaine distance professionnelle entre nous. » Il se tourna enfin vers elle, et elle fut frappée par la froideur de son regard. « Vous êtes une excellente assistante, Inès. Trop précieuse pour que je laisse mes impulsions compromettre notre efficacité. » Chaque mot était comme une gifle. Inès sentit ses joues s'enflammer, mais sa voix demeura ferme. « Bien sûr, monsieur Delacroix, vous avez parfaitement raison. »« Maxime, » corrigea-t-il malgré lui avant de se reprendre aussitôt. « Non, monsieur Delacroix sera très bien. » Un silence tendu s'installa entre eux. Inès serrait discrètement les poings, luttant contre cette douleur sourde qui lui broyait la poitrine. Elle aurait voulu lui dire qu'elle aussi avait passé la nuit à réfléchir, qu'elle aussi avait peur de ce qui grandissait entre eux, mais les mots restaient bloqués au fond de sa gorge. « Y a-t-il autre chose ?» demanda-t-elle d'une voix parfaitement maîtrisée. Maxime la regarda longuement, et l'espace d'un instant, elle crut voir vaciller sa détermination. Ses yeux s'attardèrent sur ses lèvres, sur la courbe gracieuse de son cou, avant de remonter vers son regard. « Non, ce sera tout. » Elle hocha la tête et se dirigea vers la porte. Mais au moment de sortir, la voix de Maxime l'arrêta. « Inès ?» Elle se retourna, le cœur battant. « Vous allez bien ?» La question était si inattendue, si chargée d'une tendresse qu'il tentait vainement de dissimuler, qu'elle faillit craquer. Elle prit une longue inspiration avant de répondre « Très bien, monsieur Delacroix. Parfaitement bien. » Le mensonge passa ses lèvres avec une facilité déconcertante. Maxime hocha la tête, visiblement peu convaincu, mais n'insista pas. Le reste de la journée s'écoula dans une politesse glaciale qui brisait le cœur d'Inès. Maxime évitait soigneusement de croiser son regard. Leurs interactions se limitaient au strict minimum professionnel. Pourtant, elle sentait sa présence comme une brûlure permanente, cette conscience aiguë de chacun de ses gestes, de chacune de ses respirations. Vers 18 heures, alors que les derniers employés quittaient les bureaux, Inès rassemblait ses affaires quand son téléphone portable vibra. Un message de sa sœur Aminata depuis Toulouse. « Comment ça va, ma belle? Tu as l'air fatiguée sur tes dernières photos Instagram. Tout va bien au boulot ?» Inès sourit tristement. Sa petite sœur avait toujours eu cette intuition troublante. Elle tapa une réponse rapide. « Juste du stress au travail. Rien de grave. Je t'aime. » Quand elle leva les yeux, elle découvrit Maxime debout dans l'encadrement de la porte, sa veste sur l'épaule, la cravate légèrement desserrée. Il avait ce regard las qu'elle lui connaissait quand les journées avaient été particulièrement éprouvantes. « Vous partez ?» demanda-t-il d'une voix neutre. « Oui, sauf si vous avez besoin de moi pour autre chose. »
pour autre chose. Les mots résonnèrent étrangement entre eux, chargés d'un sous-entendu qu'aucun des deux n'osa relever. « Non, rentrez chez vous. Bonne soirée, Inès. » Il s'apprêtait à partir quand elle ne put s'empêcher de murmurer « Maxime ?» Il se figea, le dos tourné. « Ce que vous avez dit ce matin, à propos de maintenir nos distances ? Oui, vous avez raison. C'est la seule chose sensée à faire. » Il ne répondit pas, ne se retourna pas, mais elle vit ses épaules se tendre imperceptiblement. Et dans ce silence lourd de sens, ils comprirent tous les deux qu'ils venèrent de mentir avec une parfaite synchronisation. Il y a des espaces si petits qu'ils deviennent immenses quand on y enferme deux cœurs qui battent. 3 semaines s'étaient écoulées depuis leur conversation glaciale. 3 semaines de politesse forcée, de regards évités, de silence qui pesait plus lourd que des reproches. Inès avait développé une stratégie d'évitement parfaite. Elle arrivait plus tôt, partait plus tard, organisait son emploi du temps pour minimiser leurs interactions directes. Ce vendredi soir, pourtant, le destin en avait décidé autrement. Il était près de 21 heures quand Inès éteignit enfin son ordinateur. Les bureaux étaient déserts depuis longtemps, plongés dans cette pénombre bleutée que seuls les éclairages de sécurité venaient à percer. Elle avait volontairement prolongé sa journée pour éviter de croiser Maxime, pensant qu'il serait parti depuis des heures. Elle rassembla ses affaires, enfila son manteau beige et se dirigea vers les ascenseurs. Les portes métalliques s'ouvrirent dans un souffle mécanique, révélant une cabine vide qui l'invitait à fuir cette tour où chaque mur semblait conserver la mémoire de leur non-dit. Elle appuya sur le bouton du rez-de-chaussée et ferma les yeux, savourant enfin ce moment de solitude après une journée épuisante. Mais au 3e étage, l'ascenseur s'arrêta brutalement. Les portes s'ouvrirent. Maxime se tenait là, sa mallette à la main, l'air aussi surpris qu'elle. Un instant, ils se regardèrent sans bouger, comme deux adversaires qui ne s'attendèrent pas à se retrouver face à face. « Inès » murmura-t-il en entrant dans la cabine. « Bonsoir, monsieur Delacroix. » Sa voix était froide, professionnelle, exactement comme il le souhaitait depuis 3 semaines. Alors pourquoi ce formalisme lui faisait-il l'effet d'un coup de poignard? Les portes se refermèrent avec un claquement sourd, les enfermant dans cet espace confiné où l'air semblait soudain plus rare. Maxime se plaça dans le coin opposé, le plus loin possible d'elle, mais dans ce cube de métal, même la distance maximale paraissait dérisoire. L'ascenseur entama sa descente silencieuse. 42 étages à parcourir. 42 étages d'un supplice que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipé. Inès fixait les chiffres qui défilaient sur l'écran digital. 38, 37, 36. Chaque étage franchi résonnait comme un battement de cœur dans ce silence oppressant. Elle sentait la présence de Maxime avec une acuité douloureuse, cette chaleur qui émanait de lui, ce parfum boisé qu'elle connaissait par cœur. Au 25e étage, elle ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil furtif dans sa direction. Il contemplait ses chaussures avec une concentration exagérée, les mâchoires serrées, visiblement aussi mal à l'aise qu'elle. 20, 19, 18. « Comment allez-vous » La question avait jailli malgré elle, brisant le silence comme une pierre jetée dans un étang. Maxime releva brusquement la tête, surpris par cette initiative inattendue. « Bien, très bien. » Il marqua une pause, puis ajouta plus doucement. « Et vous » ? « Bien également, nouveau mensonge. » Ils excellaient décidément dans cet art depuis quelques semaines. 15, 14, 13. « Inès » commença-t-il d'une voix hésitante. « Ces dernières semaines ont été professionnelles » le coupa-t-elle d'un ton sec. « Exactement comme vous le souhaitiez. » Maxime tressaillit. Il y avait une amertume dans sa voix qu'elle ne parvenait plus à dissimuler. 10, 9, 8. « Ce n'est pas ce que je souhaitais » murmura-t-il si bas qu'elle faillit ne pas l'entendre. Elle tourna la tête vers lui, le cœur battant. Dans la lumière blafarde de l'ascenseur, son visage trahissait une lassitude qu'elle ne lui connaissait pas. « Alors qu'est-ce que vous souhaitez, Maxime ?» Son prénom avait franchi ses lèvres comme un défi. Il la regarda intensément, et elle vit ses défenses vaciller. 5, 4, 3. « Je souhaite, » commença-t-il en s'approchant imperceptiblement. « Je souhaite arrêter de faire semblant. » 2. L'ascenseur ralentissait, et avec lui, le temps semblait se suspendre. Inès sentit son souffle se raccourcir, tandis que Maxime se rapprochait encore, ses yeux noirs plongés dans les siens. « Faire semblant de quoi ?» chuchota-t-elle. « Faire semblant que je n'ai pas envie de vous toucher. Faire semblant que je ne pense pas à vous chaque seconde de chaque journée. Faire semblant que ces 3 semaines n'ont pas été un enfer. » Leurs visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Inès pouvait sentir la chaleur de son souffle sur sa peau,
voir les paillettes dorées dans ses iris sombres. « Maxime, souffla-t-elle, entre supplication et avertissement. « Dites-moi d'arrêter, murmura-t-il en levant sa main vers son visage. « Dites-moi d'arrêter et je le ferai. » Mais les mots ne venaient pas. Comment aurait-elle pu lui demander d'arrêter ce qu'elle désirait plus que tout? Sa main effleura sa joue avec une tendresse infinie, et elle ferma les yeux sous cette caresse qu'elle attendait depuis des semaines. Puis il se pencha vers elle, lentement, lui laissant tout le temps de s'échapper si elle le voulait. Elle ne s'échappa pas. Leurs lèvres se frôlèrent d'abord, comme une question suspendue dans l'air. Puis Maxime l'attira contre lui, et le baiser devint une évidence, une nécessité, une libération. C'était doux et désespéré à la fois, chargé de toute la frustration accumulée ces dernières semaines. Les mains d'Inès remontèrent instinctivement vers son torse, s'accrochant à lui comme à une bouée de sauvetage. Ding! Le son de l'ascenseur qui atteignait le rez-de-chaussée les fit sursauter. Ils se séparèrent brutalement, haletants, leurs regards affolés. Les portes s'ouvrirent sur le hall d'entrée désert. Maxime recula, passant une main tremblante dans ses cheveux, l'air aussi bouleversé qu'elle. « Inès, je... » Mais elle était déjà sortie de l'ascenseur, fuyant vers la sortie sans se retourner. Ses talons claquaient sur le marbre dans un écho déchirant, tandis que derrière elle, les portes de l'ascenseur se refermaient sur un homme qui venait de comprendre qu'il n'avait plus aucun contrôle sur son propre cœur. Et cette fois, il n'y aurait plus moyen de faire marche arrière. Certains baisers laissent des traces sur les lèvres, d'autres sur l'âme. Inès n'était pas venue travailler samedi, ni dimanche d'ailleurs. Pour la première fois en 3 ans, elle avait envoyé un message laconique, indisposé. De retour lundi, Inès NDI. Même pas de formule de politesse, même pas d'excuses élaborées. Juste ces quelques mots froids qui résonnaient dans l'esprit de Maxime comme une condamnation. Lundi matin, 9 heures précises. Inès franchit les portes de la tour de la Croix Média avec cette élégance mécanique qu'elle maîtrisait à la perfection. Tailleur gris anthracite, chignon impeccable, maquillage irréprochable. Rien ne trahissait le chaos qui régnait dans son cœur depuis ce vendredi soir. Elle évita soigneusement l'ascenseur principal et emprunta celui de service, incapable d'affronter cet espace confiné qui avait tout changé. Quand elle poussa la porte de son bureau, Maxime était déjà là, debout près de la baie vitrée, exactement dans la même position qu'il y a quelques semaines, comme s'il l'attendait. « Bonjour, monsieur Delacroix », dit-elle d'une voix neutre en s'installant à son poste. Il se retourna lentement. Ses traits tirés, les cernes sous ses yeux trahissaient un week-end aussi difficile que le sien. « Inès, comment allez-vous ? » ?»« Très bien. J'espère que mon absence n'a pas perturbé votre emploi du temps. J'ai rattrapé tous les dossiers ce matin avant d'arriver. » Sa voix était d'une politesse glaciale qui le fit tressaillir. Elle avait érigé un mur entre eux, plus solide et plus haut que jamais. « Ce n'est pas de votre emploi du temps dont je veux parler. » Inès leva enfin les yeux vers lui, et Maxime fut frappé par la douleur qu'il y lut. Une douleur qu'elle tentait vainement de masquer derrière un masque professionnel. « Il n'y a rien d'autre à dire, monsieur Delacroix. Ce qui s'est passé vendredi était une erreur que nous devons oublier. »« Une erreur ?» répéta-t-il, incrédule. « C'est vraiment ce que vous ressentez ?» Inès se leva brusquement, se dirigeant vers le classeur pour éviter son regard scrutateur. « Ce que je ressens n'a aucune importance. Vous êtes marié, vous êtes mon patron. Il y a des lignes qu'on ne peut pas franchir sans tout détruire. Et si ces lignes étaient déjà franchies, sa voix était si basse qu'elle faillit ne pas l'entendre. Elle se figea, la main sur le tiroir du classeur. Alors il faut les reconstruire, immédiatement. Maxime s'approcha d'elle lentement, comme on approche un animal blessé. « Inès, regardez-moi. »« Non. S'il vous plaît. » Cette supplication dans sa voix eut raison de ses dernières défenses. Elle se retourna, et il vit des larmes qu'elle retenait avec une force surhumaine. « Vous croyez que c'est facile pour moi ?» chuchota-t-elle, la voix tremblante. « Vous croyez que j'ai envie de ressentir ça? J'ai travaillé toute ma vie pour arriver ici, Maxime. Toute ma vie. Et maintenant, à cause d'un moment de faiblesse, je risque de tout perdre. Vous ne perdrez rien. Je ne laisserai jamais... »« Vous ne laisserez jamais quoi ?» l'interrompit-elle avec une amertume qu'il ne lui connaissait pas. « Vous ne quitterez pas votre femme. Vous ne sacrifierez pas votre réputation. Alors que me proposez-vous exactement ?» Maxime resta silencieux, incapable de répondre à cette question qui le hantait depuis des jours. « C'est bien ce que je pensais », murmura-t-elle en retournant à son bureau. 1 heure passa dans un silence pesant. Inès tapait sur son clavier avec une précision mécanique, tandis que Maxime faisait semblant de lire des rapports qu'il ne voyait pas, jusqu'à ce que l'interphone grésille. « Monsieur Delacroix, votre épouse souhaite vous parler. Elle dit que c'est urgent. » Maxime et Inès échangèrent un regard. Elle détourna immédiatement les yeux,
mais il avait eu le temps d'y lire quelque chose qui ressemblait à de la résignation. « Passez-la-moi, dit-il d'une voix lasse. « Maxime, tu peux rentrer plus tôt ce soir? J'ai préparé ton plat préféré. Il faut qu'on parle. » La voix de Célestine résonnait dans le bureau chaleureuse et aimante. Inès serra discrètement les poings, chaque mot étant comme une aiguille qui s'enfonçait un peu plus profondément. « Bien sûr, ma chérie, je serai là vers 18 heures. Parfait. Je t'aime, mon cœur. Moi aussi. » Les mots avaient franchi ses lèvres par automatisme, mais ils résonnèrent faux dans cet espace chargé de non-dits. Quand il raccrocha, Inès s'était levée et se dirigeait vers la porte. « Où allez-vous? Prendre l'air, j'ai besoin de réfléchir. »« Inès, attendez !» Mais elle était déjà sortie, le laissant seul avec le poids de ses propres contradictions. Elle descendit jusqu'au café d'en face, commanda un thé qu'elle ne but pas et s'installa près de la fenêtre. De là, elle pouvait voir la tour de la Croix qui se dressait vers le ciel, symbole d'un empire que Maxime ne sacrifierait jamais pour elle. Son téléphone vibra. Un message de sa sœur Aminata. « J'arrive à Bordeaux jeudi pour le travail. On dîne ensemble? Tu me raconteras ce qui ne va pas. Et ne me dis pas que tout va bien. Je ne te croirai pas. » Inès sourit tristement. Sa petite sœur avait cette faculté troublante de sentir ses états d'âme à distance. Elle tapa une réponse. « Avec plaisir. J'ai effectivement besoin de parler. » Elle resta là 1 heure, regardant les passants qui vaquaient à leurs occupations, enviant leur simplicité apparente. Quand elle remonta, Maxime l'attendait dans son bureau, debout près de sa table de travail. « Il faut qu'on parle, » dit-il avant qu'elle puisse prononcer un mot. « Non, il faut qu'on arrête de parler. Il faut qu'on arrête tout. Je ne peux pas. Alors apprenez. » Ces 2 mots claquèrent comme un coup de fouet. Maxime recula comme frappé physiquement. « Inès, vous repartez retrouver votre femme ce soir. Vous allez manger son plat préféré, lui dire que vous l'aimez et peut-être même lui faire l'amour. Et demain matin, vous reviendrez ici comme si de rien n'était. Alors ne me demandez pas de jouer ce jeu avec vous. » Chaque mot était une lame qui le transperçait, mais elle avait besoin de les prononcer pour se convaincre elle-même. « C'est vraiment ce que vous pensez de moi ?» Pour la première fois depuis le début de cette conversation, elle hésita. Dans ses yeux, elle lut une souffrance qui égalait la sienne. « Je pense que vous êtes un homme bien, Maxime, et c'est exactement pour ça que ça ne marchera jamais. » Et sur ces mots, elle comprit qu'elle venait de prononcer l'épitaphe de leur histoire avant même qu'elle commence. Parfois, il faut que quelqu'un d'autre prononce les mots qu'on n'ose pas se dire à soi-même. Le restaurant Le Petit Bouchon sur les quais de la Garonne bruissait de conversations feutrées et du tintement délicat des verres. Inès avait choisi cet endroit discret pour retrouver sa sœur Aminata, loin des regards indiscrets et des souvenirs qui hantaient chaque recoin de son quotidien professionnel. Aminata Ndiaye, 26 ans, arriva avec cette énergie contagieuse qui la caractérisait. Plus petite qu'Inès, les cheveux coupés courts dans un style afro assumé, elle portait une robe colorée qui détonnait avec l'élégance sobre de sa sœur aînée. « Ma belle !» s'exclama-t-elle en serrant Inès dans ses bras. « Tu as encore maigri. Et ces cernes, qu'est-ce qui se passe ?» Inès força un sourire en s'installant face à elle. « Le travail, tu sais, c'est très prenant. Depuis quand tu me mens ?» La question était directe, sans détour. Aminata avait hérité de leur mère cette faculté troublante de lire dans les âmes comme dans un livre ouvert. Inès soupira, tripotant nerveusement sa serviette. « Je ne mens pas. C'est juste compliqué. »« Compliqué comment? Ton patron te harcèle? Tu veux que je vienne lui casser la figure ?» Malgré elle, Inès esquissa un vrai sourire. Sa petite sœur mesurait 1,60 m, mais avait le tempérament d'une lionne quand il s'agissait de protéger sa famille. Non, ce n'est pas ça, c'est même tout le contraire. Aminata fronça les sourcils, puis ses yeux s'élargirent. « Oh, oh non, tu ne vas pas me dire que... »« Que quoi? Que tu es tombée amoureuse de ton patron ?» Le silence d'Inès valait tous les aveux. Aminata se laissa aller contre le dossier de sa chaise, abasourdie. « Inès, dis-moi que ce n'est pas vrai. Je ne peux pas. Merde. »« Aminata. Non, là je peux dire merde. Tu réalises dans quel pétrin tu t'es fourré ?» Inès sentit ses yeux se voiler. Elle avait espéré que parler à sa sœur l'aiderait, mais entendre ses peurs confirmées ne faisait qu'aggraver sa détresse. « Tu crois que je ne le sais pas? Tu crois que je n'y ai pas pensé chaque seconde depuis... » Elle s'interrompit, incapable de prononcer les mots. « Depuis quoi ?» insista doucement Aminata. « Depuis qu'on s'est embrassé. » Le serveur choisit ce moment pour venir prendre leur commande, interrompant cette confession dans un timing parfait. Quand il s'éloigna, Aminata se pencha vers sa sœur. « Raconte-moi tout, du début. » Et Inès raconta. Les regards qui s'attardaient, les silences chargés, cette tension qui avait grandi entre eux pendant des mois. Elle parla de ce vendredi soir dans l'ascenseur,
de ce baiser qui avait tout changé, de ces derniers jours impossibles. Et lui, qu'est-ce qu'il ressent? La même chose que moi, je pense. Mais ça ne change rien. Pourquoi? Inès regarda sa sœur comme si elle venait de dire une énormité. Comment ça, pourquoi? Il est marié. Aminata. Marié? Et alors? Comment ça, et alors? Aminata prit les mains de sa sœur entre les siennes. Écoute-moi bien. Maman nous a toujours dit qu'on était des femmes fortes, qu'on méritait d'être heureuses. Elle nous a aussi dit qu'il ne fallait jamais accepter les miettes. Ce ne sont pas des miettes. Si, ma chérie, si cet homme ne peut pas t'offrir sa vie entière, alors c'est exactement ça, des miettes. Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Inès avec la force de l'évidence. Elle retira ses mains, les porta à son visage. « Mais je l'aime, Aminata. Je l'aime comme je n'ai jamais aimé personne. Je le vois bien. Et c'est exactement pour ça que tu dois partir. Partir, démissionner, quitter Bordeaux, recommencer ailleurs. Tu es folle? J'ai travaillé 3 ans pour obtenir ce poste. C'est ma carrière, ma réussite. Et à quoi ça sert une carrière si elle te détruit le cœur? » Inès resta silencieuse, digérant ses paroles. Aminata continua plus doucement. « Regarde-toi, ma belle. Tu es en train de t'éteindre. Cette femme brillante et sûre d'elle que j'ai toujours admirée, où est-elle passée? Elle essaie de survivre. Non, elle essaie de s'accrocher à quelque chose qui la tue à petit feu. » Leurs plats arrivèrent, mais ni l'une ni l'autre ne touchèrent à leur assiette. Au bout d'un moment, Inès murmura « Et s'il quittait sa femme? Tu l'entends, ce que tu viens de dire? Tu souhaites qu'il brise son mariage pour toi? Non. Si, je ne sais pas. Ma chérie, si un homme peut tromper sa femme une fois, il peut recommencer. Avec toi, contre toi. » Ces mots firent l'effet d'une douche froide. Inès n'avait jamais envisagé les choses sous cet angle. « Tu penses vraiment que je devrais partir? Je pense que tu devrais t'écouter. Au fond de toi, tu sais déjà ce qu'il faut faire. » Elles restèrent là encore 1 heure, parlant de tout et de rien, retrouvant cette complicité qui les unissait depuis l'enfance. Quand Aminata repartit pour Toulouse le lendemain, elle laissa sa sœur avec une promesse. « Quoi que tu décides, je te soutiendrai. Mais n'oublie jamais qui tu es, Inès. Tu vaux tellement mieux que ça. » Ce soir-là, seule dans son appartement, Inès ouvrit son ordinateur portable et commença à taper une lettre. Les mots coulaient avec une fluidité surprenante, comme si son subconscient avait déjà pris cette décision depuis longtemps. « Monsieur Delacroix, par la présente, je vous informe de ma démission de mon poste d'assistante personnelle, avec effet dans 2 semaines. » Elle s'arrêta, relut les premiers mots, puis ferma brutalement l'ordinateur. Pas encore, pas ce soir, mais pour la première fois depuis des semaines, elle savait qu'elle venait de prendre la bonne direction. Même si cela devait lui briser le cœur. Il y a des matins où l'on se réveille en sachant que rien ne sera plus jamais comme avant. Inès avait à peine fermé l'œil. Allongée dans son lit, elle avait passé la nuit à fixer le plafond, ressassant chaque mot de sa conversation avec Aminata. À 6 heures du matin, elle avait pris sa décision. Une décision qui lui nouait l'estomac, mais qui résonnait avec une vérité implacable au fond de son cœur. Elle arriva au bureau plus tôt que d'habitude, déterminée à terminer cette lettre de démission avant que le courage ne l'abandonne. L'étage était plongé dans le silence, baigné par cette lumière dorée de l'aube qui filtrait à travers les baies vitrées. Elle s'installa à son poste, ouvrit son ordinateur et reprit là où elle s'était arrêtée la veille. Cette fois, les mots coulèrent sans hésitation. « Monsieur Delacroix, par la présente, je vous informe de ma démission de mon poste d'assistante personnelle avec effet dans 2 semaines, conformément à la clause de préavis de mon contrat. » Cette décision, mûrement réfléchie, s'inscrit dans une évolution personnelle de ma carrière. Je vous remercie pour la confiance que vous m'avez accordée durant ces 3 années. Cordialement Inès Ndiaye Froide, professionnelle, sans la moindre émotion apparente. Exactement comme il fallait. Elle imprima la lettre, la signa d'une main ferme et la glissa dans une enveloppe. « Vous êtes là bientôt ce matin. » La voix de Maxime la fit sursauter. Elle n'avait pas entendu l'ascenseur ni ses pas sur la moquette. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, une tasse de café à la main, l'air fatigué, mais étrangement apaisé. « J'avais des choses à terminer, » répondit-elle en glissant discrètement l'enveloppe dans son tiroir. Il s'approcha de son bureau, posa sa tasse et la regarda avec cette intensité qui la troublait toujours autant. « Inès, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. À nous, à cette situation. Maxime, s'il vous plaît. » « Non, laissez-moi finir. » Il prit une profonde inspiration. « J'ai pris une décision. » Le cœur d'Inès se mit à battre plus fort. Elle l'observa, cherchant à lire sur son visage ce qu'il s'apprêtait à lui annoncer. « Je vais parler à Célestine. Je vais lui dire la vérité. » Les mots la frappèrent comme une gifle. Elle se leva brutalement, faisant reculer sa chaise. «
Qu'est-ce que vous dites? Je dis que j'en ai assez de mentir, assez de faire semblant. Ce que je ressens pour vous est réel, Inès, plus réel que tout ce que j'ai vécu ces dernières années. Elle le regarda, incrédule, le cœur partagé entre l'espoir fou et une terreur profonde. Vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi? Parce que c'est de la folie, parce que vous allez détruire votre mariage, votre réputation, tout ce que vous avez construit. Maxime s'approcha d'elle, ses yeux noirs brillant d'une détermination qu'elle ne lui avait jamais vue. Et alors, à quoi ça sert de construire un empire si on ne peut pas vivre sa vie? À quoi ça sert d'avoir tout si on n'a pas l'essentiel? L'essentiel? Vous, nous. Ces mots la bouleversèrent plus qu'elle ne voulait l'admettre. Mais les conseils d'Aminata résonnaient encore dans sa tête comme un avertissement. « Non », murmura-t-elle en reculant. « Non, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. »« Comment alors ?» Elle ouvrit son tiroir, sortit l'enveloppe et la lui tendit. Maxime la prit, intrigué, puis l'ouvrit. Elle vit son visage se décomposer au fur et à mesure qu'il lisait. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Ce que ça doit être. La fin. Vous démissionnez? Vous partez? C'est la seule solution sensée. » Il froissa la lettre dans son poing, ses yeux lançant des éclairs. « Censé? Vous appelez ça censé de fuir comme une lâche ?» Les mots la cinglèrent comme un coup de fouet. Elle redressa les épaules, retrouvant cette fierté qui l'avait toujours caractérisée. « Je ne fuis pas. Je choisis ma dignité. »« Votre dignité? » ?»« Oui, ma dignité. Celle de ne pas devenir la maîtresse d'un homme marié, celle de ne pas accepter les miettes de votre vie. » Maxime blêmit. Il y avait une telle violence dans ces mots qu'il recula comme s'il avait été frappé. « Des miettes? C'est vraiment ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous me proposez d'autre? Des rendez-vous secrets, des week-ends volés, une vie dans l'ombre de votre vraie vie. Je vous propose de quitter ma femme. Et après, vous croyez qu'on peut construire le bonheur sur les ruines du malheur des autres ?» Il resta silencieux, touché au plus profond par cette vérité qu'il refusait d'admettre. « Vous ne m'aimez pas » murmura-t-il d'une voix brisée. Inès ferma les yeux, luttant contre les larmes qui menacèrent de couler. « Je vous aime plus que ma propre vie, Maxime. Et c'est exactement pour ça que je pars. Ça n'a aucun sens. Ça en a plus que vous ne le pensez. » Elle rouvrit les yeux, et il y lut une détermination farouche. « Quand on aime quelqu'un vraiment, on veut son bonheur, même si ça nous détruit. Mon bonheur, c'est vous. Non, votre bonheur, c'est de rester l'homme intègre que vous avez toujours été. L'homme dont je suis tombée amoureuse. » Maxime s'effondra dans un fauteuil, la tête entre les mains. « Ne partez pas, supplia-t-il. On trouvera une solution. Il n'y en a pas. Et au fond de vous, vous le savez. » Elle s'approcha de lui, posa doucement sa main sur son épaule. Il leva vers elle des yeux remplis de désespoir. « Je ne survivrai pas à votre départ. Si, vous survivrez. Et dans quelques années, quand vous regarderez votre femme, quand vous verrez la famille que vous avez préservée, vous comprendrez que j'ai eu raison. » Elle se pencha vers lui et déposa un baiser délicat sur son front, comme une bénédiction. « Adieu, Maxime. » Il voulut la retenir, mais elle était déjà partie, emportant avec elle tout ce qui donnait encore un sens à sa vie. Et dans ce silence de mort qui s'abattit sur le bureau, Maxime Delacroix comprit qu'on peut posséder le monde entier et se retrouver plus pauvre qu'un mendiant. On ne mesure vraiment la valeur de quelqu'un qu'à l'immensité du vide qu'il laisse derrière lui. 2 semaines, 14 jours interminables, pendant lesquels Maxime avait regardé Inès ranger méthodiquement 3 années de leur vie commune. 3 années de complicité, d'efficacité parfaite, de regards échangés et de silences complices réduits à quelques cartons étiquetés avec une froideur administrative. Elle avait tenu parole. Professionnelle jusqu'au bout, elle avait formé sa remplaçante, une certaine Delphine Moreau compétente mais sans âme, avec une précision chirurgicale. Chaque dossier transmis, chaque procédure expliquée, chaque contact confié était un petit coup de poignard dans le cœur de Maxime. Le dernier jour, un vendredi, comme celui qui avait tout changé, elle était venue lui serrer la main dans son bureau, une poignée de main formelle, froide, qui avait duré une éternité et pas assez longtemps à la fois. « Merci pour ces 3 années, monsieur Delacroix. J'espère que tout se passera bien pour vous. » Inès, mais elle était déjà partie, sans se retourner, laissant derrière elle ce parfum discret de jasmin qui l'avait hanté pendant des mois. Maintenant, 3 semaines plus tard, Maxime découvrait l'enfer de l'absence. Le matin, il arrivait au bureau avec l'espoir irrationnel de la voir à son poste habituel, penché sur ses dossiers avec cette concentration qu'il aimait tant observer. Mais il n'y avait que Delphine, avec ses sourires un peu trop appuyés et son efficacité sans grâce. « Monsieur Delacroix, j'ai le ministre des Finances en ligne », annonça-t-elle en entrant dans son bureau sans frapper. Inès, elle, frappait toujours.
2 coups discrets, respectueux. Delphine débarquait comme en terrain conquis. « Dites-lui que je le rappelle, répondit-il sèchement. « Mais c'est important. Il s'agit du contrat avec l'État. J'ai dit que je le rappellerai. » Delphine recula, visiblement blessée par la violence de sa réaction. Maxime soupira, passa une main lasse dans ses cheveux. « Excusez-moi. Passez-le-moi. » Mais l'appel se déroula mal. Maxime était distrait, impatient, incapable de se concentrer sur les enjeux pourtant cruciaux de cette négociation. À plusieurs reprises, le ministre dut répéter ses questions. Quand il raccrocha, il réalisa qu'il venait probablement de compromettre un contrat de plusieurs millions d'euros. Inès n'aurait jamais laissé passer ça. Elle aurait su exactement quoi dire, quand intervenir, comment rattraper ses maladresses. Il se leva, fit quelques pas vers la baie vitrée qui donnait sur la Garonne. Les bateaux de plaisance glissaient paresseusement sur l'eau dorée par le soleil de fin d'après-midi. Un paysage qu'il avait partagé avec elle pendant 3 ans et qui lui paraissait maintenant terriblement vide. Son téléphone portable vibra. Un message de Célestine. « Mon chéri, je suis inquiète. Tu es si distant depuis quelques semaines. Tout va bien au travail? Je t'aime. À ce soir. » Maxime ferma les yeux. Ces dernières semaines, Célestine s'était montrée particulièrement attentionnée, comme si elle sentait confusément que quelque chose avait changé. Elle multipliait les petites attentions, les dîners aux chandelles, les tentatives de rapprochement. Hier soir encore, elle s'était blottie contre lui dans leur lit en murmurant « On devrait peut-être prendre des vacances, tous les deux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de temps rien que pour nous. » Il avait acquiescé mécaniquement, mais l'idée de partir en tête-à-tête avec sa femme lui semblait insurmontable. Comment faire semblant d'être heureux quand chaque fibre de son être hurlait l'absence d'Inès? Un coup à la porte l'interrompit dans ses pensées. Delphine passa sa tête par l'entrebâillement. « Monsieur, il y a mademoiselle Dubois du service comptabilité qui souhaiterait vous voir. Elle dit que c'est au sujet d'un dossier que mademoiselle Ndiaye n'a pas eu le temps de terminer. » Le prénom d'Inès résonna dans la pièce comme une cloche funèbre. Maxime sentit sa poitrine se serrer. Quel dossier? Les régularisations du trimestre. Apparemment, il y a des irrégularités dans... Faites entrer mademoiselle Dubois. Sophie Dubois était une femme d'une 50aine d'années, employée depuis 20 ans dans la société. Elle entra d'un pas hésitant, tenant un épais dossier contre sa poitrine. « Monsieur Delacroix, excusez-moi de vous déranger, mais j'ai un problème avec les comptes du dernier trimestre. » « Quel genre de problème? » « Il manque des justificatifs. D'habitude, mademoiselle Ndiaye s'occupait de la liaison avec nos services, mais... » Elle s'interrompit, réalisant qu'elle abordait un sujet sensible. « Continuez, » l'encouragea Maxime. « Elle nous manque beaucoup, vous savez. C'était la seule qui comprenait vraiment nos procédures. Elle avait ce don pour anticiper nos besoins, pour simplifier les choses compliquées. Chaque mot était une lame qui s'enfonçait un peu plus profondément. » Maxime acquiesça silencieusement, incapable de faire confiance à sa voix. « Savez-vous où elle est partie ?» continua Sophie. « Certains collègues aimeraient regarder le contact. » « Non, répondit-il plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. Je n'ai aucune information sur ses projets futurs. » Sophie le regarda avec surprise, puis hocha la tête et se retira discrètement. Seul dans son bureau, Maxime s'effondra dans son fauteuil. Il réalisa soudain qu'il n'avait effectivement aucune idée de ce qu'était devenue Inès. Était-elle retournée à Toulouse? Avait-elle trouvé un autre emploi à Bordeaux? Était-elle heureuse? Cette dernière question le tortura plus que toutes les autres. Il voulait qu'elle soit heureuse, bien sûr, mais l'idée qu'elle puisse l'être sans lui était insupportable. Le soir tombait sur Bordeaux quand il quitta enfin son bureau. Dans l'ascenseur qui le menait au parking souterrain, il ferma les yeux et revécut pour la 1000e fois ce baiser qui avait tout changé. Il sentait encore le goût de ses lèvres, la douceur de sa peau, la façon dont elle s'était abandonnée contre lui avant de fuir. Sa voiture démarra dans un ronronnement feutré, mais au lieu de prendre la direction de sa villa bourgeoise des Chartrons, il se retrouva à rouler vers le quartier de Sainte-Catherine. Sans vraiment s'en rendre compte, il cherchait des indices de sa présence, des traces de son passage. Il passa devant la boulangerie où elle achetait parfois des viennoiseries pour l'équipe, devant la pharmacie où elle allait chercher ses médicaments quand elle était malade. Tout lui parlait d'elle, et pourtant elle n'était nulle part. Quand il arriva finalement chez lui, Célestine l'attendait avec un sourire inquiet. « Tu es en retard, mon cœur. J'ai préparé ton plat préféré. » Il la regarda, vraiment regarda, pour la première fois depuis des semaines. Elle était belle, avec ses cheveux blonds savamment coiffés, sa robe élégante qui mettait en valeur sa silhouette encore parfaite à 37 ans. Elle était sa femme depuis 12 ans, la mère de ses espoirs d'enfant jamais venus, sa compagne de vie, et il ne ressentait rien. Rien d'autre qu'une tendresse lointaine et coupable. Comment avait-il pu en arriver là?
Comment une femme qu'il avait côtoyée pendant 3 ans avait-elle pu balayer d'un regard tout ce qu'il avait construit avec Célestine? « Pardon, murmura-t-il en l'embrassant sur la joue. Des problèmes au bureau. Ça va mieux depuis que tu as une nouvelle assistante? Non. Ça ne va plus du tout. Oui, mentit-il. Elle est très compétente, mais elle n'est pas Inès, elle ne sera jamais Inès. Et ce soir-là, en regardant sa femme s'activer dans leur cuisine parfaite de leur maison parfaite, Maxime comprit qu'Inès avait eu raison sur toute la ligne. On ne peut pas construire le bonheur sur les ruines du malheur des autres, mais on peut très bien détruire le sien propre en laissant partir la seule personne qui donnait un sens à sa vie. Parfois, le destin vous tend une dernière chance déguisée en coïncidence. 2 mois s'étaient écoulés depuis le départ d'Inès. 2 mois pendant lesquels Maxime avait appris à fonctionner en mode pilotage automatique. Il se levait, travaillait, rentrait chez lui, dînait avec Célestine en parlant de sujets neutres et s'endormait en évitant soigneusement de penser à elle. Un équilibre précaire qui lui permettait de survivre, mais pas de vivre. Ce samedi après-midi de novembre, Célestine l'avait traîné au marché des Capucins contre son gré. « Il faut que tu sortes un peu, mon chéri. Tu passes tes journées enfermées entre le bureau et la maison. Ce n'est pas sain. » Il avait cédé pour avoir la paix, mais déambulait maintenant entre les étals sans réel intérêt, l'esprit ailleurs. Célestine choisissait des légumes avec le sérieux d'une mission diplomatique, lui demandant de temps en temps son avis qu'il donnait machinalement. « Tu préfères les courgettes ou les aubergines pour demain? Peu importe. Maxime, s'il te plaît, fais un effort. J'essaie de... » Elle s'interrompit brusquement et il releva la tête, intrigué par ce silence soudain. Célestine fixait quelque chose derrière lui, son visage exprimant une surprise mêlée d'autres choses qu'il n'arriva pas à identifier. « Qu'est-ce qu'il y a? Ton ancienne assistante. Elle est là. » Le cœur de Maxime s'arrêta net. Il se retourna lentement, comme au ralenti, et la vit. Inès se tenait au stand suivant, élégante dans un manteau camel, ses cheveux libres sur ses épaules. Elle examinait des fruits avec cette attention méticuleuse qu'il lui connaissait, inconsciente de leur présence. Plus mince qu'avant, peut-être un peu plus pâle, mais toujours cette grâce naturelle qui lui coupait le souffle. « Maxime ?» La voix de Célestine lui semblait venir de très loin. « Tu vas bien ?» Il ne pouvait plus détacher ses yeux d'Inès. 2 mois. 2 mois qu'il ne l'avait pas vue, et voilà que le simple fait de l'apercevoir remettait son monde sens dessus-dessous. Comme si elle avait senti son regard, Inès leva les yeux. Leurs yeux se croisèrent par-dessus les étals, et le temps se suspendit. Il vit ses lèvres s'entr'ouvrir légèrement. Sa surprise cédait place à quelque chose de plus complexe, de la douleur peut-être, ou du regret. Elle détourna rapidement le regard, paya ses achats avec une hâte visible et se dirigea vers la sortie du marché. Maxime eut un mouvement instinctif pour la suivre, mais la main de Célestine sur son bras l'arrêta. « N'y va pas », murmura-t-elle d'une voix étrangement calme. Il la regarda, surpris par le ton de sa voix. Dans ses yeux bleus, il lut une compréhension qui le glaça. « Célestine, rentrons à la maison, » dit-elle simplement. Le trajet du retour se déroula dans un silence pesant. Célestine conduisait les mâchoires serrées, tandis que Maxime fixait la route sans la voir. Une fois arrivée dans leur villa des Chartrons, elle se dirigea vers le salon et se servit un verre de vin blanc. Ses gestes étaient précis, presque mécaniques. « Tu veux me dire ce qui se passe ?» Maxime resta debout près de la fenêtre, incapable de la regarder en face. « Je ne vois pas de quoi tu parles, Maxime. » Sa voix était ferme, sans colère, mais chargée d'une détermination qu'il ne lui connaissait pas. « J'ai vu ton visage quand tu l'as aperçu. J'ai vu le sien aussi. » Il ferma les yeux, sachant que le moment qu'il redoutait depuis des mois était enfin arrivé. « Depuis combien de temps, tu sais ?»« Officiellement, depuis aujourd'hui. Officieusement, depuis des mois. » Elle s'assit dans le canapé, croisa ses jambes avec élégance. « Tu as changé après son arrivée. Subtilement. Mais j'ai remarqué. Tu parlais d'elle différemment. Pas souvent, mais différemment. » Maxime se retourna enfin, affrontant son regard. « Célestine, Il s'est passé quelque chose entre vous ?» La question était directe, sans détour. Il hésita un long moment, puis hocha la tête presque imperceptiblement. « Oui. Vous avez couché ensemble ?»« Non. Non, jamais. Juste un baiser. Une seule fois. » Célestine ferma les yeux, comme si cette précision la soulageait et la blessait à la fois. « Et c'est pour ça qu'elle est partie? Elle a démissionné pour nous protéger. Pour te protéger. Pour me protéger ?» Célestine eut un rire sans joie. Comme c'est noble de sa part. Le sarcasme dans sa voix le fit tressaillir. « Ce n'est pas ce que tu crois. Elle quoi? Elle t'aime. » Le silence de Maxime valait toutes les réponses. « Et toi, tu l'aimes ?» Cette fois, il ne put pas mentir. Pas à elle.
Pas après 12 ans de mariage. Oui, murmura-t-il. Célestine accusa le coup comme un uppercut. Elle vida son verre d'un trait, le reposa avec une précision exagérée. Depuis combien de temps? Je ne sais pas. Des mois. Peut-être des années sans que je m'en rende compte. Et moi? Notre mariage? Tout ce qu'on a construit? Je n'ai jamais voulu que ça arrive, Célestine. Tu dois me croire. Elle se leva, fit quelques pas vers la baie vitrée qui donnait sur leur jardin parfaitement entretenu. Je sais, dit-elle enfin. C'est bien le pire. Si tu m'avais trompé par lâcheté ou par ennui, j'aurais pu te haïr. Mais tu es tombé amoureux malgré toi, malgré nous. Elle se retourna vers lui, et il fut frappé par sa dignité. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas. Elle te manque? Chaque seconde de chaque jour. Et si elle revenait? Si elle acceptait de te voir? Maxime resta silencieux, mais son visage disait tout. Célestine hocha lentement la tête, comme si elle venait de comprendre quelque chose d'essentiel. Tu sais quoi? Elle a eu raison de partir, c'était courageux. Célestine, non, laisse-moi finir. Elle a eu raison, mais pas pour les bonnes raisons. Elle s'approcha de lui, posa sa main sur sa joue, avec une tendresse infinie. Elle a eu raison, parce qu'on ne peut pas vivre à trois dans un mariage, même quand le troisième n'est là qu'en pensée. Les larmes aux yeux, elle ajouta « Je ne peux pas me battre contre un fantôme, Maxime, et je ne le veux pas. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Que peut-être qu'il est temps qu'on arrête de faire semblant tous les deux. » Et dans ce salon aux meubles parfaitement assortis, devant cette femme qui venait de lui offrir sa liberté, avec une grâce qu'il ne méritait pas, Maxime comprit qu'il était peut-être encore temps de réparer ce qui avait été brisé. Il faut parfois perdre tout ce qu'on croit posséder pour découvrir ce qui nous appartient vraiment. 3 jours s'étaient écoulés depuis cette conversation avec Célestine. 3 jours pendant lesquels Maxime avait tourné en rond dans sa propre vie, incapable de prendre la moindre décision. Sa femme était partie chez sa sœur à Paris pour réfléchir, laissant derrière elle un silence plus éloquent que tous les reproches. Ce mardi soir, assis dans son bureau désert de la tour de la Croix, il contemplait les lumières de Bordeaux qui scintillaient à ses pieds. Pour la première fois depuis des mois, il avait renvoyé Delphine plus tôt et s'était retrouvé seul avec ses pensées. Son téléphone portable vibra. Un message d'Aminata Ndiaye. Son cœur s'emballa. Comment la sœur d'Inès avait-elle eu son numéro? Et surtout, pourquoi lui écrivait-elle? Monsieur Delacroix, j'espère que vous me pardonnerez cette intrusion. Nous devons parler. C'est urgent. Café de la Place, rue Sainte-Catherine, 20h. Venez seul. Aminata. Maxime regarda sa montre. 19h30. Il ferma brutalement son ordinateur, attrapa sa veste et se rua vers l'ascenseur. Le même ascenseur où tout avait commencé. En descendant les 42 étages qui le séparèrent de ses réponses, il sentit son cœur battre comme il n'avait pas battu depuis des semaines. Le café de la Place était un petit bistrot chaleureux, loin de l'univers feutré des grands hôtels où il avait ses habitudes. Aminata l'attendait dans un coin, reconnaissable à sa ressemblance frappante avec Inès, mais avec cette énergie combative que sa sœur canalisait avec plus de retenue. « Merci d'être venu, » dit-elle sans préambule, quand il s'assit en face d'elle. « Comment avez-vous eu mon numéro? » « J'ai mes moyens. » Elle le fixa droit dans les yeux. « La vraie question, c'est pourquoi je vous demande de venir. Je vous écoute. » Aminata commanda un café, lui un whisky. Il en avait besoin. « Ma sœur est en train de mourir à petit feu. » Les mots le frappèrent comme un coup de massue. « Qu'est-ce que vous voulez dire? » Elle a trouvé un travail à Toulouse, un poste correct dans une PME. Elle a loué un petit appartement près de chez nos parents. En surface, tout va bien. En surface? Elle ne mange plus, elle ne sort plus. Elle sourit quand on lui parle, mais ses yeux sont morts. Vous l'avez détruite, monsieur Delacroix. Chaque mot était une lame qui s'enfonçait dans sa poitrine. Je n'ai jamais voulu... Je sais. Aminata adoucit légèrement le ton. Je sais que vous n'avez pas voulu ça, mais le résultat est le même. Pourquoi me dites-vous tout ça? Pour me faire culpabiliser davantage? Non, pour que vous compreniez enfin. Que je comprenne quoi? Aminata se pencha vers lui, ses yeux brillants d'une détermination farouche. Qu'Inès a eu tort. Maxime la regarda interloqué. Comment ça? Elle a eu tort de partir. Tort de vous sacrifier tous les deux à une morale qui ne mène qu'au malheur. Mais votre sœur m'a dit que vous l'aviez encouragée à démissionner. C'était avant de la voir dépérir jour après jour. C'était avant de comprendre qu'il y a parfois des amours qui valent tous les sacrifices. Aminata sortit une photo de son sac et la posa sur la table. C'était Inès, prise quelques jours plus tôt, assise dans le jardin de leurs parents. Maxime fut choqué par ce qu'il vit. Les traits tirés, les cernes, cette tristesse infinie qui voilait son regard. Elle ressemblait à ça quand vous l'avez connue. Non, murmura-t-il, la gorge serrée.
Alors, arrêtez de jouer les nobles martyrs tous les deux et battez-vous pour votre bonheur. Ce n'est pas si simple. Je suis marié, plus pour longtemps, si j'ai bien compris. Maxime sursauta. Comment pouvait-elle? Les nouvelles vont vite dans le petit monde de Bordeaux. Votre femme est partie chez sa sœur. Ça ressemble fort à une séparation. Comment savez-vous tout ça? Peu importe. Ce qui compte, c'est que vous avez maintenant une chance de réparer vos erreurs. Inès ne voudra jamais me voir. Elle a été très claire. Inès dit beaucoup de choses par fierté, mais au fond, elle vous aime toujours, désespérément. Vous en êtes sûr? J'en suis certaine. Sinon, pourquoi croyez-vous que je serai là ce soir? Aminata vida sa tasse d'un trait et se leva. Elle ne sait pas que je suis venu vous voir. Elle me tuerait si elle l'apprenait. Mais je ne peux plus supporter de la voir s'éteindre. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous veniez la chercher? Que vous lui disiez enfin ce que vous auriez dû lui dire il y a des mois? Et si elle refuse de m'écouter? Alors au moins vous aurez essayé, et elle saura qu'elle compte plus que tout pour vous. Aminata posa un papier sur la table avec une adresse griffonnée dessus. Elle habite là. Appartement 12, 3e étage. Tous les soirs, elle rentre vers 18h30 et elle ne ressort plus. Maxime prit le papier, ses mains tremblant légèrement. Pourquoi faites-vous ça? Parce que j'aime ma sœur, et que l'amour véritable, ça ne court pas les rues. Quand on a la chance de le trouver, on doit tout faire pour le préserver. Elle se dirigea vers la sortie, puis se retourna une dernière fois. Une dernière chose, monsieur Delacroix. Si vous y allez, ce ne sera pas pour jouer. Ce sera pour de vrai, pour la vie. Inès mérite mieux que des promesses en l'air. Je sais, j'espère bien. Et quand Aminata disparut dans la nuit bordelaise, Maxime resta seul face à un choix qui allait déterminer le reste de sa vie. Continuer à survivre dans une existence vide, ou avoir enfin le courage de se battre pour son bonheur. Le papier froissé dans sa main brûlait comme une dernière chance offerte par le destin. Il y a des moments où il faut choisir entre être raisonnable et être vivant. Maxime n'avait pas dormi de la nuit. Assis dans sa voiture devant un immeuble modeste de la rue des Récollets à Toulouse, il regardait les fenêtres du 3e étage en se demandant s'il n'était pas en train de commettre la plus belle erreur de sa vie, ou la plus belle folie. 18h25. Aminata avait dit 18h30. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'on pouvait l'entendre dans toute la rue. Il avait pris le premier train pour Toulouse à 6h du matin, après avoir passé la nuit à réécrire mentalement ce qu'il allait lui dire. Mais maintenant, toutes ces belles phrases s'évaporaient, remplacées par une seule certitude. Il ne pouvait plus vivre sans elle. Une silhouette familière apparut au bout de la rue. Inès marchait lentement, un sac de course à la main, le regard perdu dans le vague. Maxime sentit sa gorge se serrer. Aminata avait raison. Elle avait maigri, ses traits s'étaient creusés, et cette lumière qui l'habitait autrefois semblait éteinte. Il sortit de sa voiture, les jambes tremblantes. Elle ne l'avait pas encore remarqué. Il s'approcha doucement, et quand elle leva enfin les yeux, le choc de la reconnaissance la figea sur place. « Maxime ?» Sa voix n'était qu'un souffle. Elle laissa tomber son sac de course, des oranges roulant sur le trottoir. « Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu vous chercher. Comment avez-vous… » Elle s'interrompit, comprenant soudain. « Aminata, cette petite… Elle s'inquiète pour vous. Comme moi. » Inès recula d'un pas, comme si sa proximité lui faisait mal physiquement. « Vous n'auriez pas dû venir. On s'était dit tout ce qu'il fallait se dire. » Non, on ne s'était rien dit du tout. On avait parlé de morale, de bienséance, de ce qui était raisonnable. Mais on n'avait jamais parlé de nous. Il n'y a pas de nous, Maxime. Il n'y en a jamais eu. Mentez-vous à moi ou à vous-même. Elle tressaillit. Il s'approcha encore, et elle put sentir son parfum, cette odeur qui avait hanté ses nuits pendant des mois. Regardez-moi dans les yeux, et dites-moi que vous ne ressentez rien. Ce que je ressens n'a aucune importance. C'est la seule chose qui en a. Il était maintenant si proche qu'elle pouvait voir les rides de fatigue autour de ses yeux, ces rides qu'elle avait envie d'effacer du bout des doigts. Et votre femme, Célestine et moi, c'est fini. Nous nous séparons. Inès écarquilla les yeux incrédule. À cause de moi? À cause de nous? À cause de ce qu'on n'a jamais eu le courage d'avouer? Non. Elle secoua vigoureusement la tête. Non, je ne peux pas être responsable de la destruction de votre mariage. Vous n'êtes responsable de rien. Vous n'avez fait que révéler ce qui existait déjà. Le fait que Célestine et moi, on ne s'aimait plus depuis longtemps. Peut-être qu'on ne s'était jamais vraiment aimé. Ne dites pas ça, c'est la vérité. Et vous savez ce qu'elle m'a dit avant de partir? Inès resta silencieuse, suspendue à ses lèvres. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas se battre contre un fantôme. Que vous étiez dans chacune de mes pensées, dans chacun de mes silences.
Les larmes montèrent aux yeux d'Inès malgré elle. « Maxime, arrêtez. Elle m'a dit aussi que vous aviez eu raison de partir, mais pas pour les bonnes raisons. Je ne comprends pas. Vous aviez raison de partir parce qu'on ne peut pas vivre à trois dans un couple, même quand le troisième n'est là qu'en pensée. » Inès ferma les yeux, luttant contre l'émotion qui l'envahissait. « Ce baiser, murmura-t-il en reprenant les mots qu'il avait prononcés des mois plus tôt dans son bureau. « Tu le regrettes ?» Elle rouvrit les yeux et il y lut toute la douleur du monde. « Je regrette qu'on ait fait semblant que rien ne s'était passé, » chuchota-t-elle, répétant exactement sa réponse d'alors. « Depuis cet instant, je n'arrive à penser à rien d'autre qu'à toi, » poursuivit-il, reprenant leur dialogue comme une prière. Cette fois, elle ne recula pas quand il s'approcha. Cette fois, elle ne détourna pas les yeux quand il porta sa main à son visage. « Tu m'as sauvé, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Pas du monde, mais de moi-même. Et toi, tu m'as détruite, » chuchota-t-elle, mais d'une façon si belle que j'ai envie de rester en ruine pour toujours. Leurs lèvres se frôlèrent, hésitantes d'abord, puis avec cette urgence désespérée de deux êtres qui ont failli se perdre à jamais. Ce baiser-là n'avait rien à voir avec celui de l'ascenseur. Il n'était pas volé, il n'était pas interdit. Il était libre, total, assumé. Il goûtait les larmes et les promesses, les regrets et l'espoir. Quand ils se séparèrent, Inès posa son front contre le sien. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de fuir, on arrête de se sacrifier. On apprend à être heureux même si ça fait peur. J'ai si peur, Maxime. Moi aussi, mais j'ai plus peur encore de te perdre à nouveau. » Ils restèrent là, enlacés sur ce trottoir toulousain, indifférents aux passants qui les contournaient. Deux êtres qui venaient enfin de choisir leur bonheur au lieu de le subir. « Il faut qu'on rentre chez toi » murmura Maxime. « J'ai des projets à te proposer. » « Quel genre de projet? » « Le genre qui dure toute une vie. » Elle sourit pour la première fois depuis des mois. Un vrai sourire qui illumina son visage et redonna cette étincelle qu'il aimait tant dans ses yeux. « D'accord, dit-elle en ramassant ses oranges éparpillées. « Mais tu m'aideras à faire du jus d'orange. Après tout ce drame, on a bien mérité un peu de douceur. » Il éclata de rire, un rire libéré, joyeux, qui résonna dans la rue comme une promesse. Et ce soir-là, dans ce petit appartement de Toulouse, devant 2 verres de jus d'orange fraîchement pressés, ils recommencèrent à construire leur histoire. La vraie, cette fois, celle qu'ils s'étaient refusée trop longtemps. Parce que parfois, les fins les plus belles sont celles qu'on écrit en trouvant enfin le courage d'être soi-même. 2 ans plus tard, l'amour véritable ne se mesure pas aux tempêtes qu'il traverse, mais au calme qu'il s'est créé après l'orage. Un samedi matin de mai, dans leur petit appartement du quartier Saint-Pierre à Toulouse, Inès se réveilla avant Maxime. Elle resta immobile quelques instants, savourant cette sensation de paix qui l'habitait désormais chaque matin. La lumière dorée filtrait à travers les rideaux de lin, caressant le visage endormi de l'homme qui partageait sa vie depuis 2 ans. 2 ans, 2 années à reconstruire, à apprendre, à s'apprivoiser loin des projecteurs et des jugements, loin de Bordeaux et de ses souvenirs empoisonnés. Maxime avait vendu ses parts de Delacroix Média à ses associés pour une somme qui leur garantissait une vie confortable, mais sans faste. Il avait monté une petite agence de conseil en communication, travaillant avec des entreprises locales qui apprécièrent son expertise sans connaître son passé. Inès, elle, dirigeait maintenant le service administratif d'une fondation culturelle, un poste moins prestigieux que son ancien emploi, mais qui lui donnait un sens qu'elle n'avait jamais trouvé dans l'univers impitoyable des affaires. Il vivait simplement. Courses au marché des Carmes le samedi, dîners improvisés avec les amis d'Aminata qui les avaient adoptés, balades le long de la Garonne quand la nostalgie de Bordeaux se faisait trop pressante. Une vie à taille humaine, construite sur des fondations solides plutôt que sur des apparences brillantes. « À quoi tu penses ?» murmura Maxime en ouvrant les yeux. « À nous, à ces 2 années. » Il sourit et l'attira contre lui. À 42 ans, il avait cette sérénité qu'elle ne lui avait jamais connue du temps de leur relation professionnelle. Les rides s'étaient creusées autour de ses yeux, mais elles parlaient maintenant de rire partagé plutôt que de stress accumulé. Des regrets? Aucun, et toi? Un seul? Inès se redressa inquiète. Lequel? Ne pas avoir eu le courage de te dire plus tôt que je t'aimais. Elle lui donna une pichenette sur l'épaule, soulagée. On avait besoin de ce chemin tortueux pour arriver ici. Tu crois? J'en suis certaine. Si ça avait été trop facile, on n'aurait peut-être jamais appris à se battre pour nous. Ils restèrent enlacés, écoutant les bruits de la ville qui s'éveillait. Toulouse avait cette douceur de vivre qui leur convenait parfaitement, loin de l'agitation parisienne et de la pression bordelaise. « J'ai reçu une lettre hier, » dit Maxime après un moment. « De qui ?»« Célestine.
Le prénom résonna dans la pièce sans créer de tension. Avec le temps, ils avaient appris à parler sereinement du passé. Elle va bien? Très bien. Elle s'est remariée le mois dernier, avec un médecin parisien qu'elle a rencontré chez sa sœur. Elle a l'air heureuse? D'après ce qu'elle écrit, oui, vraiment heureuse. Inès se blottit davantage contre lui. Cette nouvelle la réjouissait sincèrement. Célestine méritait d'être aimée pour elle-même, pas comme l'épouse parfaite d'un homme dont le cœur était ailleurs. Elle dit autre chose? Qu'elle nous souhaite tout le bonheur du monde, et qu'elle avait raison de nous laisser partir. C'est généreux de sa part. C'est surtout courageux, comme toi quand tu as démissionné. Comme toi quand tu es venu me chercher à Toulouse. Il se sourit, complice dans ce bilan de leur courage respectif. Le téléphone sonna, interrompant leur tête-à-tête matinal. Inès décrocha avec un soupir. « Allô? Ma belle, comment ça va ce matin ?» La voix d'Aminata résonna dans l'appartement. Même à distance, l'énergie de sa petite sœur était communicative. « Très bien. Tu nous déranges dans notre grasse matinée. »« Parfait. Justement, j'appelais pour vous dire qu'Ibrahima et moi, on a une grande nouvelle. » Inès mit le haut-parleur pour que Maxime puisse entendre. « Quel genre de grande nouvelle? Le genre qui arrive dans 7 mois et qui aura besoin de parrain et marraine. » Un silence stupéfait accueillit l'annonce. « Tu es enceinte de 3 mois. » On a attendu d'être sûr avant de l'annoncer. Inès se mit à pleurer de joie, sous le regard ému de Maxime. Aminata allait être maman, sa petite sœur combative et généreuse qui les avait réconciliés. « Car mon Dieu, Aminata, je suis si heureuse pour vous. Alors vous acceptez d'être parrain et marraine ?» Inès regarda Maxime qui hocha la tête avec émotion. « Bien sûr, c'est le plus beau cadeau que tu puisses nous faire. » Après avoir raccroché, ils restèrent silencieux, émus par cette nouvelle qui s'inscrivait parfaitement dans leur bonheur tranquille. « Un bébé, » murmura Inès, rêveuse. « Ça te donne des idées ?» Elle se tourna vers lui, surprise par la question. « Et toi? Avec toi, tout m'intéresse. Même recommencer à changer des couches à 42 ans? Même ça, du moment que c'est avec toi. » Ils éclatèrent de rire, imaginant déjà Maxime Delacroix, l'ancien PDG impeccable, en train de donner le biberon à 3 heures du matin. Plus tard, dans la matinée, ils descendirent acheter des croissants chez leur boulanger habituel. Monsieur Pradel les salua avec cette chaleur du midi qui les avait séduits dès leur arrivée. « Et alors, les amoureux? Toujours aussi rayonnants? »« Toujours, » répondit Maxime en passant son bras autour de la taille d'Inès. Ce geste simple, qu'ils pouvaient faire maintenant sans craindre les regards ou les rumeurs, résumait tout leur chemin parcouru. De retour chez eux, ils s'installèrent sur leur petite terrasse avec leur petit déjeuner. La vue n'avait rien d'exceptionnel, juste les toits de tuiles rouges du quartier et au loin, les clochers de la basilique Saint-Cernin. Mais elle était à eux. « Tu sais ce qui me rend le plus heureuse ?» dit Inès en beurrant son croissant. « Quoi? Le fait qu'on ne se cache plus, qu'on peut s'aimer au grand jour, qu'on peut s'aimer tout court, » corrigea Maxime. Elle sourit. Il avait raison. Pendant des mois, ils avaient cru qu'ils s'aimaient, mais ce n'était que l'ombre de l'amour, nourri d'interdits et de frustrations. Le vrai amour, ils l'avaient découvert ici, dans cette vie simple et vraie qu'ils s'étaient construite ensemble. Ce soir-là, en regardant Maxime préparer le dîner dans leur petite cuisine, il avait découvert une passion tardive pour la gastronomie. Inès repensa à cette femme qu'elle était 2 ans plus tôt. Cette femme parfaite en surface, brillante professionnellement, mais qui s'éteignait à petit feu dans une prison dorée. Elle ne la regrettait pas. Cette femme-là avait servi son temps, joué son rôle. Elle avait permis à Inès de rencontrer Maxime, de survivre assez longtemps pour découvrir l'amour. Mais la femme qu'elle était devenue, plus simple, plus vraie, plus heureuse, celle-là, elle ne l'échangerait contre rien au monde. Car parfois, il faut accepter de perdre ce qu'on croyait être pour découvrir enfin qui on est vraiment, et qui on peut devenir quand on a enfin le courage d'aimer. Et vous, avez-vous déjà eu le courage de tout changer pour l'amour? Croyez-vous qu'il faut parfois briser sa vie parfaite pour trouver le vrai bonheur? Votre participation sur la chaîne est très importante. Merci de laisser votre avis dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour m'aider. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.